à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de CamConf, le podcast. Aujourd'hui est un jour un petit peu particulier puisque je filme cet épisode et c'est la première fois que je fais un épisode filmé. Cet épisode aussi il est un petit peu spécial puisque aujourd'hui je ne vais pas forcément vous parler de concepts de psycho, mais je vais vous raconter une partie de mon histoire, une partie de ma vie, et plus particulièrement la fin de mon adolescence et le début de mon âge adulte. La thématique, vous l'aurez lu dans le titre, c'est comment j'ai fait ma propre thérapie. Alors pour le contexte, aujourd'hui je suis psychologue. Je peux donc assimiler le fait que j'ai fait un petit peu toute seule ma propre thérapie en utilisant des techniques que j'ai découvertes par la suite et dans lesquelles j'ai vu des similitudes. Alors on est en 2016, c'est l'année où j'ai eu mon bac, et forcément qui dit bac dit études supérieures derrière, et j'avais décidé d'aller en études de psychologie, puisque depuis que je suis toute petite, j'ai très envie de comprendre l'humain. J'ai d'ailleurs beaucoup répété quand j'étais petite que je voulais comprendre comment on apprenait. C'était un petit peu mon rêve. Ça peut paraître un petit peu bizarre pour une petite fille, mais en tout cas c'était ce que je voulais à l'époque. Et donc les études de psycho, ça a été un petit peu logique. J'avais pas forcément envie d'aller en filière scientifique alors que je viens d'un bac scientifique, et j'avais envie d'aller faire enfin ce que je voulais, c'est-à-dire comprendre l'humain. En septembre 2016 donc, je rentre en études de psychologie en première année, et globalement dans ma vie ça va pas très très fort. J'ai jamais été quelqu'un de très heureux. J'ai beaucoup de mal à voir la vie du bon côté. J'avais tendance à être assez négative, à voir le mauvais côté des choses. Et à l'époque, ça me pesait, mais pas suffisamment pour changer. Et 2016 a été l'année où je me suis rendu compte que j'avais pas envie de continuer comme ça. J'avais envie de devenir heureuse, d'être un petit peu comme les gens épanouis, de sourire, d'être rayonnante et tout ça. Et fin d'année 2016, donc vers le mois de décembre, je me souviens d'un jour où j'étais sur mon bureau en train de faire mes devoirs et je suis tombée un petit peu par hasard sur une photo qu'au début j'ai pas bien identifiée, j'ai continué à scroller et puis je suis remontée pour me dire non, je pense que ça il faut que je le regarde. Et il se trouve que c'était une photo d'une personne qui avait fait un tableau. Au début je comprenais pas trop, c'était un tableau avec plein de couleurs et plein d'écritures et donc je lis. Et il se trouve que ce tableau c'était un tableau des humeurs, comme pour répertorier son humeur du jour. Je regarde et en fait dans ce tableau il y avait en colonne les mois de l'année et en ligne c'était les jours de l'année. Ce qui formait à la fin de l'année un tableau avec plein de couleurs puisque l'idée c'était d'associer une couleur à un jour. Et donc je vous ai parlé des couleurs associées au jour. En fait l'idée derrière ce tableau c'est de pouvoir écrire chaque jour un truc qui va bien dans sa journée. Que ce soit plutôt insignifiant, c'est-à-dire voilà, j'ai vu un chien dans la rue, ça m'a fait plaisir et j'ai souri, ou alors à l'époque j'ai eu un cours super intéressant, j'ai lu un bouquin super intéressant, j'ai eu une interaction super intéressante avec quelqu'un. Il fallait écrire absolument tous les jours au moins une chose qui allait bien dans notre vie. Et à l'époque, je peux vous dire que c'était pas forcément facile pour moi puisque, comme je vous l'ai dit, je voyais pas mal le côté négatif des choses et j'avais du mal à relativiser sur ce qui allait bien dans ma vie, puisque objectivement, ça allait bien dans ma vie. Mais j'avais toujours ce fond de mélancolie au fond de moi. J'avais toujours envie de continuer en fait à me complaire dans un mal-être un petit peu ambiant, voilà, un petit peu mystérieux. Et donc, une fois qu'on a écrit ce qui se passe bien dans notre journée, on lui attribue une couleur. Cette couleur, elle se trouve sur une échelle que pour le coup on peut adapter à chacun de nous. Une échelle qu'on peut interpréter comme on veut, mais ça peut aller par exemple d'un niveau de bonheur très bas à un niveau de bonheur très haut. Et d'ailleurs, ce carnet était aussi basé sur une chose que ma mère me répétait beaucoup, c'est-à-dire de donner des choses à la fin de la journée qui se passent bien. Mon échelle, je l'avais choisie en 6 couleurs. Rouge étant les journées où j'avais des idées noires, où j'avais pas forcément envie de continuer à vivre tout simplement. C'était les journées les plus difficiles pour moi. Il y avait quelque chose qui s'était passé qui m'avait vraiment beaucoup attristée, mise en colère ou alors frustrée. Et les meilleures journées, c'était les journées en violet. Ces journées, je les appelais harmonieuses parce qu'à l'époque, j'avais une très forte appétence pour l'harmonie. Ce qui peut paraître un petit peu étrange, mais j'aimais bien quand les choses étaient fluides, où j'avais pas forcément besoin de faire des efforts, où les choses finalement se passaient bien sans que j'ai trop à m'activer pour que ça se passe bien. Et donc entre ces deux niveaux, il y avait pour moi 4 graduations. Donc je vous ai dit, les journées rouges, c'était les journées les pires, où j'avais vraiment pas du tout envie de continuer à vivre, malheureusement. Les journées oranges, c'était les journées difficiles, mais voilà, il y avait quand même quelque chose qui avait pu, à un moment, me mettre en joie, ou me faire tout simplement apprécier un petit moment de ma journée. Jaune, c'était pour les journées neutres,
où en fait il s'était rien passé de particulier, j'avais juste passé une journée assez classique, et voilà, on enchaîne sur autre chose. La couleur verte, c'était pour les journées où il y a un truc qui m'a aidé à tenir, et qui m'a suffisamment aidé à tenir pour être plus heureuse. Les journées bleues, c'était les très belles journées où il y avait beaucoup de choses qui m'avaient aidé, entre guillemets, à survivre, et où j'étais vraiment heureuse de vivre. Et en dernier, les journées violettes, les journées harmonieuses, où là c'était le summum. J'adorais quand je me sentais dans une journée violette parce que je me sentais très légère, j'avais qu'une envie, c'est faire des projets, j'étais vraiment dans l'énergie, dans la dynamique de faire plein de choses. Et forcément, passer une bonne journée donne envie d'en passer 2, 3, 10 et d'être en fait heureuse toute l'année. Et donc le but de ces couleurs, le but de ce carnet, donc, c'est d'écrire une chose qui s'est bien passée dans notre journée et le soir, de donner une couleur à cette journée. Et vous l'aurez compris, les couleurs, on doit après les répertorier dans le tableau, le fameux tableau de l'année. Et au fur et à mesure, le tableau se remplit de couleurs. Moi personnellement, j'ai commencé à remplir mon tableau en 2017. Le 1er janvier 2007 pour être exact. Et j'avais beaucoup d'espoir. Je me disais que ça allait être l'année du changement, que ça y est, j'allais enfin être plus heureuse, que j'allais être moins négative, et j'avais, pour une fois, plutôt de la motivation. Même s'il faut savoir qu'à l'époque, j'étais quelqu'un, je me trouvais pas très motivée dans la vie, j'avais plutôt du mal à suivre des choses, c'est-à-dire que si je voulais me mettre au sport, bah je tenais une semaine, si je voulais tenir un régime, bah voilà, ça marchait 3 repas et après c'était terminé. Et j'estimais que j'étais pas quelqu'un qui tenait ses objectifs, que j'avais beaucoup de mal à me tenir à quelque chose. Et donc voilà, il y avait quand même un petit côté de moi où je me disais, je vais peut-être pas y arriver, c'est peut-être comme d'habitude, mais voilà, j'essaye quand même, j'ai un espoir. Avec cet outil en tout cas qui m'a donné beaucoup d'espoir pour y arriver. Et d'ailleurs, j'ai même encore les images, les sensations dans la tête de moi, le soir, en train d'écrire sur mon bureau la petite chose qui m'a fait plaisir, ou d'ailleurs la journée qui m'a fait plaisir, en me fichant un peu de moi. En me disant non mais ok c'est bien beau ce que tu fais mais est-ce que c'est vraiment quelques coups de stylo qui vont réussir à te sortir de ta période sombre qui a duré quand même une très grande partie de mon adolescence. Voilà, je rigolais un petit peu de ce que j'avais mis comme espoir dans ce petit carnet. Et puis j'ai quand même continué. Voilà, il y avait quelque chose qui me disait qu'il fallait que je continue. Donc les mois passent, février, mars, avril. Mai, juin, je termine l'année. La première année que je valide, donc j'étais quand même super contente. Après vient l'été, bon l'été globalement ça se passe plutôt bien parce que bah y a les copains, on mange bien, on va au soleil, on part en vacances. J'avais moins de mal à vivre les étés. Et arrive ce jour, à la fin du mois d'août, où je regarde un petit peu mon carnet. J'avais pas spécialement fait d'étape pour regarder globalement mon carnet. J'étais plutôt partie sur je le fais et un beau jour je regarderai ce que ça donne, mais pas tout de suite. Donc à la fin du mois d'août, j'ai regardé mon carnet et je me suis rendu compte d'une chose qui m'a énormément impactée et dont je me souviens encore aujourd'hui. J'ai encore la sensation. J'ai regardé mon carnet et j'ai vu qu'il y avait que 3 journées rouges, donc les pires pour moi, dans mon carnet. Et sur 8 mois, je peux vous garantir que c'était beaucoup moins que ce que j'avais en 2016, en 2015 et les années précédentes. Puisque là, comme ça, à la louche, je pense qu'en 2016, j'avais à peu près envie de ne plus continuer ma vie, je dirais 1 jour sur 2, voire plus, dans les pires périodes. Donc c'était quand même une victoire folle. Je me souviens avoir regardé ça et m'être dit « Quoi, 3, c'est tout ? Est-ce que c'est vraiment vrai ?» Donc je me souviens avoir relu ce que j'avais écrit. Est-ce que j'ai bien mis les bonnes couleurs ? Est-ce que je me suis pas foutue de ma propre tête ? Et non, il y avait bien que 3 jours rouges sur l'année, en tout cas sur les 8 mois, les 8 premiers mois de 2017. Et vous savez, c'est le genre de moment où on se dit « Tiens, mes parents avaient raison, ils ont bien fait de me dire ça. » Et en effet, je l'ai vu puisque je me suis rendu compte qu'en m'efforçant de mettre l'accent et d'écrire les choses qui me font plaisir, les choses qui me rendent heureuse, en fait, tout simplement, je l'ai mis en évidence. Et avec cette couleur, ça amplifiait le processus. Et en fait, répertorier des choses qui nous font plaisir dans la vie ou tout simplement dans la journée permet de les mettre en avant. Parce que notre cerveau a plutôt tendance à mettre en exergue les choses négatives plutôt qu'à garder les choses positives. On peut le voir dans les news, où globalement on a toujours des nouvelles pas très sympathiques, et où parfois on fait des rubriques ce qui va bien, et ça nous paraît être des choses parfois assez insignifiantes. Et en fait, dans mon carnet, j'avais volontairement consigné les choses positives. Et le fait de les avoir là, de pas les imaginer en me disant oui j'ai été heureuse, j'ai été malheureuse, non là je les avais sous les yeux. Je pouvais lire littéralement ce qui m'avait rendue heureuse, je pouvais lire que j'avais mangé une tarte aux fraises et que ça m'avait fait plaisir, que j'avais rencontré de nouvelles personnes et que ça m'avait fait plaisir. C'était vraiment des choses concrètes. Et c'était une base super solide finalement pour me convaincre mon cerveau que je peux
être heureuse. Et du coup, forcément, après 8 mois d'écriture assidue dans mon carnet, même si je vous cache pas qu'il y a des moments où j'écrivais plutôt 2-3 jours le même soir, puisque j'avais oublié ou j'avais pas du tout envie, globalement, il fallait que je me rende à l'évidence. Cette année, l'année 2017, a été beaucoup moins difficile que ce que j'imaginais. Vous allez me dire, c'est peut-être une coïncidence, peut-être que si je n'avais pas écrit dans ce carnet en 2017, j'aurais été juste plus heureuse, mais quelque chose me dit que quand même, je pense que ça aurait continué un petit peu dans le sens de toute mon adolescence. Et ce carnet, c'était littéralement la preuve devant mon cerveau que ma vie pouvait être heureuse, que je pouvais apprécier des choses, et pas simplement une pensée volatile, quelque chose qui ne reste pas, mais bien une preuve tangible. Et la force là-dedans, je pense, de la technique, notamment de ce carnet, c'est de pas m'être dit toutes les semaines je fais un bilan, bon bah tiens, qu'est-ce qui se passe et tout ça. En fait, j'ai juste attendu, j'ai été patiente, j'ai essayé de suivre le processus, tout en ne mettant pas trop de deadline. Je me suis pris au jeu, je me suis laissée un petit peu porter par cet outil, en me disant voilà, je le fais, j'essaye. Au pire, ça marche pas, j'aurais juste perdu quelques minutes à écrire des souvenirs. Et encore, je me souviens avoir relu des souvenirs et avoir été super contente de les relire. Donc voilà, globalement, c'est plutôt très positif. Et surtout, ce que j'avais envie de vous partager avec cet épisode aujourd'hui, c'est le fait que, en y croyant, en y mettant de la patience, en y mettant de la volonté, même si au début j'y croyais pas, mais voilà, quelque chose de plus grand que moi, je pense, me disait essaye. De toute façon, qu'est-ce que tu vas perdre? Et je pense que ce qui a fait la force de cet outil et la réussite entre guillemets de ma propre thérapie, la réussite de mon projet, c'est vraiment que je me suis donnée à fond. Même si c'était difficile, j'ai continué. Une thérapie, ça se fait pas en un jour. On sait très bien qu'aller voir un psy une seule fois ou essayer de mettre en place une habitude une seule fois, globalement, c'est beaucoup plus difficile que si on se tient au processus. Et moi, j'ai juste suivi le processus, j'ai trust the process, j'ai attendu que ça se passe, et pour moi, ça a fonctionné. Je pense qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre du fait que j'étais quand même en études de psychologie, donc j'ai commencé à découvrir un petit peu comment fonctionnait le cerveau, comment fonctionnaient quelques techniques aussi, qu'on met en exergue dans les thérapies cognitives et comportementales, par exemple les TCC, les thérapies les plus connues, on va dire, dans le monde de la psycho, les thérapies brèves, parce que ce que j'estime avoir fait chez moi après réflexion et après avoir fait 5 ans d'études de psychologie, c'est que c'était une thérapie brève, parce que ça n'a duré que 8 mois, c'était tous les jours. Et j'ai utilisé des outils qui sont, je pense, des outils aujourd'hui utilisés en thérapie par beaucoup de monde. Mais à l'époque, je pense qu'il y a eu comme une petite intuition. Est-ce que ça montre que je suis allée dans les bonnes études? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça montre que j'avais une intuition, quelque chose qui me disait de faire quelque chose. Et finalement, en étudiant la psychologie, je me suis rendu compte que je m'étais auto-sondée en thérapie. Auto-guérie en thérapie. Et de manière un petit peu plus globale, cette année-là, j'ai aussi mis en place des choses qui m'ont aidée en plus de mon carnet. Et donc j'ai découvert peut-être les secrets plus tard, notamment l'autosuggestion. À l'époque, en plus de pas être très heureuse dans ma vie, j'étais pas très bien dans ma peau. Je pense que c'est comme beaucoup d'adolescentes finalement qui ont du mal à se trouver. Et voilà, j'avais du mal à m'assumer, c'était plutôt difficile, j'avais des complexes, voilà. Et j'ai décidé un jour, un petit peu brutalement, d'essayer de me parler et de me dire des choses sympathiques, au lieu de pas arrêter de me dire que j'étais nulle, que j'étais moche, que je valais rien, que j'avais tel complexe et que les gens ne voyaient que ça, et que je ne méritais pas certaines choses finalement. Et donc j'ai décidé de commencer à me parler dans le miroir. Alors au début j'étais pas très tendre avec moi-même, puisque je me foutais un peu de ma propre tête. Comme pour le carnet, je me disais mais n'importe quoi, te parler dans le miroir ça va rien faire, tu vas juste avoir l'air bête. Et en fait, je me suis obligée, comme pour le carnet, à le faire. Au début, j'étais un petit peu en mode robotique. Je me souviens m'être dit, fais-le, comme si tu parlais à un mur. Voilà, juste dis à ce mur, tu es belle. Et en fait, j'ai commencé à le faire. Et petit à petit, j'ai commencé à le faire avec d'autres choses, par exemple. Il y a des gens qui t'aiment, tu ne vaux pas rien. Si tu disparais, des gens vont être tristes, tu vas faire du mal à ta famille, du mal à tes proches. Tu as plein de choses à vivre, tu as de l'ambition, tu as envie de faire des choses. Et comme ça, je me complimentais, je me sauçais, j'avais envie de me dire que je valais le coup, finalement. Ce qui est un peu triste quand j'en parle maintenant, mais à l'époque, je pense que vous imaginez l'estime de soi d'une adolescente qui est pas très bien dans sa peau et qui a des pensées un peu sombres. C'est des choses
qui peuvent être difficiles à entendre. Et pareil que pour le carnet, au début, je m'auto-sabotais en me disant mais n'importe quoi, t'es ridicule de faire ça. Je pensais, en me disant t'es belle dans le miroir, que c'était ridicule. Et qu'en fait c'était vraiment débile d'avoir voulu faire quelque chose comme ça. Mais pareil, j'ai une petite intuition qui me disait continue, essaye. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Cette technique prend littéralement 3 secondes devant un miroir, donc c'est pas chronophage du tout. Et je me suis dit, on continue, on essaye, on y va. Et au fur et à mesure, un peu comme pour le carnet, je me suis rendu compte que je me foutais de moins en moins de ce que je disais. Même si je me trouvais pas absolument magnifique, j'avais déjà un petit peu changé mon regard sur mon corps. Et sur l'estime de moi-même. Je me trouvais un peu moins moche. Je trouvais que d'un coup, voilà, cette partie de mon corps me dégoûtait un petit peu moins. J'étais plus à l'aise avec cette partie de mon corps. Et j'ai continué. Et j'ai envie de vous partager aujourd'hui qu'en fait, même si je ne suis pas complètement à l'aise avec mon corps aujourd'hui, que j'ai encore des complexes, voilà, comme toute personne, ça a quand même globalement plutôt très bien marché. Puisque avant, je pouvais avoir des complexes extrêmement gênants pour ma vie en société, et en fait maintenant, j'ai appris à vivre avec. Je les trouve moins horribles, puisque j'ai aussi découvert que les complexes en général, il n'y a que nous qui le voyons, et que il y a quand même de grandes chances pour que les autres ne voient même pas ce par quoi tu es le plus complexé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'aimer, à comprendre que mon corps, au-delà d'être un objet esthétique ou pas, était surtout mon moyen de me déplacer, de faire du sport, d'aller là où je voulais. Et ça, c'était quand même une partie que j'avais un petit peu omise quand même, quand je m'auto-sabotais, de me dire, voilà, j'étais juste pas un objet esthétique, mais aussi un objet, que mon corps était un objet fonctionnel finalement. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et j'ai appris par la suite d'ailleurs que ça relevait de techniques qui s'appellent l'autosuggestion et la verbalisation, qui permettent en fait d'ancrer quelque chose dans le réel. Puisque lorsque c'est qu'une pensée, c'est vachement fugace, c'est vachement futile, on ne le met pas dans le réel, c'est juste quelque chose qui passe par notre cerveau, et par définition, les pensées ne nous définissent pas, alors que le dire, se le dire, le verbaliser, littéralement parler, est une manière, finalement, de l'ancrer dans le réel, de faire exister une pensée, qui est pour le coup, on choisit de faire exister les pensées positives. Et dernière chose que je faisais à ce moment-là, que je me souviens avoir mis en pratique, pendant mes partiels de première année de psychologie, c'est une technique qui consistait à, juste avant de passer un examen par exemple, puisque j'étais quelqu'un qui stressait énormément pour les examens, juste avant les examens, j'ouvrais mon téléphone, peut-être dans les 10-15 minutes avant, j'ouvrais mon téléphone et je regardais des choses qui me faisaient plaisir. Alors il faut savoir que j'adore les animaux, que à l'époque j'avais un chien, j'avais un cheval également, et ce qui me faisait plaisir, c'était littéralement de regarder des vidéos de mon chien et de mon cheval, jouer, manger, voilà, faire n'importe quoi. Et en fait, comme je stressais tout le temps pour les examens, j'avais trouvé cette technique pour descendre mon niveau de stress juste avant. Et aussi parce que réviser un examen juste avant, si t'as pas révisé dans les jours d'avant, dans les semaines d'avant, ça n'a aucun intérêt, voilà. Spoiler, mais c'est vraiment une super mauvaise idée. Et j'avais trouvé cette technique pour me débarrasser de mon stress. Donc je regardais ces vidéos, ces photos pendant 10 minutes. Et juste avant de rentrer en examen, j'étais juste complètement détendue. J'avais vu quelque chose qui m'avait fait plaisir, j'avais presque oublié que j'étais en examen d'ailleurs. Et j'entrais dans un état d'esprit qui était beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Alors bien sûr, après, il faut retrouver un petit peu pourquoi t'es venu à l'examen, les contenus aussi que tu dois mettre sur ta feuille, ça c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup marché pour moi et que j'ai utilisé jusqu'à mes derniers partiels en 5e année de psychologie. Petit point informationnel d'ailleurs à propos de la mémoire, si vous ne le saviez pas, réviser dans les 10-15 dernières minutes en découvrant des notions pour vos cours va juste encombrer votre mémoire de travail et vous n'allez pas forcément le retenir parce que la mémoire de travail a un empan très limité, c'est-à-dire qu'il y a très peu de capacité pendant très peu de temps. Donc si vous lisez quelque chose juste avant de rentrer en salle d'examen, il y a assez peu de chances que vous vous souveniez de la chose pendant l'examen. Donc bien sûr, la technique, c'est d'apprendre avant. Mais ça, je vous le dis, j'ai fait 50 fois l'erreur, donc c'est plutôt maintenant que j'ai appris, maintenant que je connais un petit peu mieux le cerveau et que j'ai appris plein de choses sur la mémoire, que je peux faire un petit peu une analyse de pourquoi ma technique avait fonctionné. Voilà pour cet épisode, comment j'ai fait ma propre thérapie. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que le format filmé vous plaît. C'était un épisode un petit peu particulier qui relevait un petit peu plus de la confidence, je le reconnais, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. J'en ai déjà parlé avec ma famille, mais c'est pas forcément quelque chose que j'avais mis au réel, que j'avais amené au réel, en le filmant ou en l'enregistrant.
J'espère que cette vidéo va peut-être aider quelques personnes. Je pense que ce serait la meilleure chose que je puisse entendre. Ça va peut-être aussi m'aider moi à voir combien j'ai avancé dans ma vie, même si j'étais quelqu'un de vraiment très très sombre à l'époque. Aujourd'hui, on me fait beaucoup plus de compliments sur le fait que voilà, je rayonne, je suis beaucoup plus heureuse. Je pense que ça se voit vraiment à l'extérieur. Et c'est, je le sais, en très grande partie grâce à cette autothérapie. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer les prochains podcasts. Je mets en tout cas beaucoup de cœur à faire ce projet. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!